Bonjour à toutes et à toutes qui êtes comme nous atteints du syndrome ciné et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de Maria, le dernier film de Pablo Larraín. Mais avant ça, les petites recos. Aujourd'hui, je voulais vous recommander le film brésilien Je suis toujours là, réalisé par Walter Salles, qui se passe au Brésil en 1971, où le pays est sous une dictature militaire et nous suivons la vie d'une famille plutôt aisée, composée d'un couple et de leurs 5 enfants. Et un beau matin, le père, qui est un ancien député, est arrêté chez lui pour être interrogé par les forces militaires qui dirigent le pays. La mère, interprétée par Fernanda Torres, va essayer de le retrouver car son mari ne revient pas de cet interrogatoire et commence à s'inquiéter. Le film est adapté d'une histoire vraie et du livre éponyme écrit par l'un des enfants de cette famille. Et là où le film est intéressant pour moi, c'est qu'il arrive très bien à gérer la multiplicité des points de vue. On suit l'enquête principalement du point de vue de la mère, qui en sait plus que ses enfants, qui choisit de leur cacher des choses. Mais on va avoir de temps en temps des passages, des plans très simples, très sobres, très beaux sur ces enfants qui ont entre 10 et 18 ans, je dirais, qui montrent comment ils vivent ces événements, comment ils les ressentent. Et surtout, on a vraiment des points de vue très différents entre les deux filles, les cadettes qui sont directement concernées par cette disparition et l'interrogatoire, et les plus jeunes qui ne savent pas trop exactement ce qui se passe, mais qui comprennent petit à petit par la force des événements. Le film est en plus très bien interprété et très bien tenu, je trouve, par Fernanda Torres, qu'on retrouvera dans la course aux Oscars, donc je vous recommande d'aller voir Je suis toujours là de Walter Salles. Merci Arsène pour ta reco. De rien. Bon, on essaiera d'en avoir nous pour la prochaine fois. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter en version podcast si vous en avez marre de voir nos sales gueules. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, Twitter, Instagram, TikTok, tout ça, vous connaissez. On passe tout de suite à la critique de Maria, sans spoiler. My life is opera. There is no reason in opera. Olivier, maintenant, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît, sans te toucher le visage? C'est le challenge de la vidéo. Ouais. Donc, Maria de Pablo Larraín nous raconte l'histoire de Maria Callas, plus particulièrement la dernière semaine de sa vie, dans son appartement parisien où elle vit recluse depuis déjà, il me semble, 4 ans au moment du film, parce qu'elle a arrêté de chanter car elle a perdu sa voix. Et donc, le film nous raconte cette dernière semaine où elle essaie de se remettre au chant, de retrouver sa voix, en étant entourée par des fantômes de son passé et moult substances psychotropes. Et vous vous en doutez, ça va pas forcément très bien se passer, c'est pas la forme pour elle. Et donc, voilà, c'est à peu près ce que nous raconte le film, quoi. Un énième biopic musical, encore une fois. Mais qui essaie de faire quand même des choses assez différemment. Avant notre petit avis, Ouais. quel était un peu votre rapport au réalisateur Pablo Larraín? Parce que moi, personnellement, c'était le premier film que je voyais de lui. Bah, mon rapport, c'est aussi le premier film que j'ai eu de lui, donc j'en pense absolument rien, je découvre. D'accord, on a nique ta mère. Bon bah je fais l'intello du premier rang alors. Moi je me suis rendu compte que j'en avais vu pas mal de ces films, n'est-ce pas? Voilà. J'avais vu No, un film qui fait au début des années 2010, qui était assez stylé. C'était un film sur une campagne publicitaire, sur un référendum au Chili pour savoir si oui ou non on renouvelait la dictature de Pinochet. Grosso modo, c'était un peu ça l'ambiance. Puis j'avais maté un peu au pif parce qu'il était aux Oscars il y a quelques années. El Conde, le comte. Donc il y a une espèce de film de vampire en noir et blanc, qui était assez stylé aussi, mais on ronflait un peu devant quand même. Et puis comme je fais mes devoirs de cinéphile vidéaste insupportable, j'ai rattrapé Spencer hier soir. Un autre biopic de Pablo Larraín, puisque ça fait 3 fois qu'il fait des biopics sur des portraits figures de féminines très célèbres. Il y avait eu Jackie avec Nathalie Portman il y a quelques années, il y a eu Spencer sur Diana Spencer ou Lady Diana avec Kristen Stewart, et donc Maria sur Callas avec Angelina Jolie. Mais du coup, qu'en avez-vous pensé? Voilà. Voilà. Je crois qu'Olivier, tu as le plus aimé Maria. Peut-être, ouais. Bah écoutez, c'est mieux qu'un parfait inconnu, c'est déjà ce que j'ai à dire. En effet, j'ai trouvé le film plutôt bien foutu, j'ai trouvé que c'était assez bien réalisé, avec une jolie photo également, que Angelina Jolie s'en sortait pas si mal d'ailleurs dans le rôle de Maria, même le reste du cast était plutôt convaincant, et c'est un biopic intéressant qui pour le coup a énormément de créativité, et a vraiment à cœur de faire des choses très différemment. Il va nous raconter du coup son histoire de manière non linéaire, merci. Il se concentre du coup principalement sur sa dernière semaine, et je trouve que ça en fait un film qui est assez intéressant à suivre, même si il a des défauts dont on parlera plus tard. Peut-être. Oui, non, moi j'y allais en mode ah, c'est bien, on venait de voir un biopic
qui essaie d'être un peu différent, mais qui est quand même bien ancré dans des cases de biopic classiques, académiques hollywoodiens. Donc là, on se retrouve avec... Mais ce n'est pas un film hollywoodien. Mais c'est ça, voilà, justement, on se retrouve avec un Chilien qui se démerde pour coproduire en Europe un biopic pour pas beaucoup de thunes, qui revendiquait le fait d'avoir une forme assez innovante avec différents registres d'images. On a du noir et blanc, de la couleur, on a des reconstitutions de son passé avec des faux plans d'archives en 8 mm ou des choses comme ça. Voilà, tu l'as dit, du côté une narration non linéaire, réfléchie par le scénario, par le fait que elle prend des médocs qui lui font avoir des hallucinations, qui lui font questionner sa réalité, quoi. Mais bon, c'est... Ça a 20 minutes de moins qu'un parfait inconnu, et je trouve ça quand même plus chiant et long. Je suis désolé. On en parlera. Content de l'avoir vu, mais un peu déçu quand même, ou un peu... Mais j'ai bien aimé le regarder en même temps. C'est compliqué. On va développer. Bah moi, je découvrais le cinéma de Pablo Larraín et j'étais un peu curieux. Je trouve que ça se rapproche pas mal du cinéma de Lanthimos, en vrai, dans sa manière de cadrer, dans les objectifs qu'il utilise un peu. Sinon, le film, ouais, je l'ai trouvé intéressant d'un point de vue de narration, avec ce montage alterné entre le passé et puis le présent du personnage qui est vachement intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu répétitif par moment, même si, restons sur les points positifs, je trouve que la photo est effectivement très belle, le montage est assez inventif sur justement cette confrontation entre le passé et le présent, sans être classique. Angelina Jolie, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas retrouvée dans un rôle autre que dans un blockbuster d'action, parce que c'est vrai que c'est une actrice qui a pas tant de grands films que ça finalement. Moi je trouve qu'elle s'en sort bien, même si dès le début du film on voit qu'elle chante pas et que c'est du playback, oui, et ça se ça ressent se terriblement. ressent. Et à part ça, je trouve que le côté mystérieux du personnage fonctionne chez elle. Et sinon au niveau de la réa, je trouve que c'est très bien, sauf que c'est trop long et je sais plus trop ce qu'il veut me raconter à force de faire des allers-retours passé-présent et je sais pas, je vois pas trop de cohérence avec tout ça, quoi. Mais je trouve que pour le coup, avoir pris Angelina Jolie pour ce film-là, c'était vraiment une bonne idée. Ça, on avait parlé dans Un Parfait Inconnu, je vais remettre une couche, je suis désolé, mais du fait que prendre Timothée Chalamet pour jouer Un Parfait Inconnu, ça collait pas trop et c'est un peu con. Prendre une actrice qui a beaucoup tourné dans les années 2000, qui, bon, même si elle n'a pas fait que des grands films, avait tourné avec Eddie Eastwood ou des réals qui n'étaient pas forcément mauvais, qui a eu une longue descente aux enfers où elle a fait beaucoup de blockbusters, beaucoup de films de merde, elle a été traînée dans la boue, beaucoup de gens ont dit qu'elle était finie, qu'elle n'arrivait plus à faire grand chose. La faire jouer justement une cantatrice qui a eu une grande carrière, qui est complètement tombée et qui est une star déchue, c'est, je trouve, vraiment un bon choix de casting là, Oui, pour le coup, voilà. ça correspond bien. Maria Callas qui essaie pas non plus de retrouver la grandeur du passé, mais qui est juste simplement de retrouver sa voix pour profiter, pour chanter pour elle. Je chante pour elle. C'est chanter pour elle. Chanter Oui, pour c'est elle ça. et plus pour ça. l'opéra ou le reste du monde. Et, Même si j'ai et c'est un rapport, oui, justement, avec ce Il y a choix un de côté- casting. il y a un côté Ouais, méta c'est sur ça, c'est vrai, ça c'est intéressant. Surtout qu'en plus déjà il y a un côté méta avec le film dans le film et tout, vu qu'il y a une équipe de tournage imaginaire qui suit Maria Callas dans le film. Mais sinon ouais, pour revenir sur la performance d'Angelina Jolie vraiment dans son rôle, je la trouve assez convaincante et j'ai assez rapidement oublié que c'était Angelina Jolie justement à l'écran. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se ressent un petit peu au début. Tu avais dit en effet qu'on sentait que c'était du playback et c'est tout à fait vrai. Mais je pense que c'est peut-être à partir de la deuxième scène de chant du film où je finis par y croire. Parce que on a un personnage qui a du mal à chanter. On a des flashbacks justement avec ses grands moments, la grandeur de sa voix, etc. Et on est sur un personnage qui est assez vulnérable. Et il y a une certaine retenue dans le jeu d'Angelina Jolie que je trouve assez bien et assez touchante pour le coup. Il y a des larmes qui commencent à venir, qu'elle retient, et ça en fait quelque chose d'assez beau. On sent que Maria Callas, qui se cache pas mal derrière une façade, essaie de pas craquer, et ça commence déjà à rendre le personnage attachant grâce à des défaillances dans sa musique et à des problèmes liés à l'artiste. Oui, Dylan Dylan est un génie, n'arrivez pas à est un faire- génie. Je nie mes couilles aussi, c'est bon. Et justement, on est sur un personnage qui est en plein doute, et je trouve très intéressant de s'attacher justement à sa dernière semaine, parce que faire un biopic sur Maria Callas, étant donné que c'est quelqu'un qui a vécu 1000 et une vies, qui a eu même dans sa petite enfance des trucs absolument incroyables à raconter. C'est et déjà tout. une personne qui a 3 nationalités, italienne, grecque, et elle est née aux États-Unis. Et en plus, elle a connu plein de milieux, assez modeste à ses débuts, de la pauvreté quand elle est revenue en Grèce, elle a connu ensuite une grande période de faste, notamment avec Aristote Onassis, merci. Espèce de grand milliardaire grec. Ouais, avant de se recasser un peu la gueule vers la fin de sa vie. Donc, raconter l'histoire de Maria Callas dans ses bons détails, sans être une fiche Wikipédia, c'était pas gagné. Alors que là, s'attaquer à une semaine de sa vie et reprendre des petits morceaux par-ci Et surtout, par-là.
voilà, grâce à des flashbacks, ça marche très bien. Surtout que le film l'explique par le fait qu'elle prend énormément de substances psychotropes et de médicaments pour pouvoir tenir, et aussi parce qu'elle est addicte à ça, et aussi elle est terriblement hantée par son passé. Il y a la grandeur justement de son passé, de certaines de ses performances qui reviennent la hanter. Il y a aussi des souvenirs traumatiques dont elle ne veut pas se souvenir qui vont revenir, et c'est justement pour ça qu'elle prend des médicaments. Et cette excuse justement du passé des médocs fait que le film se raconte de façon assez peu linéaire, et surtout on n'est pas sur quelque chose de cliché. Là où beaucoup de biopics ont parfois l'habitude de faire ah bah tiens un petit coup dans le passé, ou alors on va voir quelqu'un face cam qui nous raconte son histoire un peu en mode interview, et ensuite on va voir des petits éléments du passé qui vont revenir. Là pour le coup il arrive à échapper à ça, et je trouve que c'est assez intéressant dans sa manière de faire. Ouais, mais je te rejoins par contre sur un truc, c'est que moi, bon d'abord je vais commencer par moins te rejoindre pour te rejoindre après. J'ai eu beaucoup de mal à oublier Angelina Jolie dans le personnage. Par contre, j'aime vraiment bien comment elle est écrite. J'aime vraiment bien le perso, cette espèce de désinvolture, la façon dont elle a de parler avec son majordome et sa gouvernante, comment elle interagit avec les gens. Il y a tellement de dialogues un peu facétieux que j'aime bien dans le film. Enfin, je la trouve vraiment bien écrite, quoi. Même si, alors c'est vrai qu'elle joue bien, Angelina Jolie, mais j'ai eu du mal à l'oublier longtemps. Surtout que le début, où c'est un espèce de résumé en images qui fait image d'archive de tous ses succès, de toute sa carrière en tant que chanteuse d'opéra. Parmi ce montage, tu as des plans où elle est face cam, en noir et blanc, elle se tient les mains comme ça, qui reprend la fameuse photo de Maria Callas. Et là, ça fait très pub de parfum. Très pub de parfum, très clipesque. Et la photo fait aussi très pub de parfum pendant tout le film, même si j'arrive à l'oublier parce que le film a un certain charme et il joue sur ce mystère. Et puis il joue aussi sur le personnage qui est une grande figure, quoi. Oui, donc, voilà, et puis il y a ce truc sur, au quotidien, elle se met un peu en scène, c'est ce côté désinvolte, machin, mais il y a tout le film qui parle du fait qu'elle est en train d'écrire soi-disant une autobiographie en continuant d'être Maria Callas. Donc c'est un peu une façon qu'a le film de dire que bon voilà, on fait son espèce d'autobiographie par le film, par les images, par ces scènes qu'elle imagine d'elle-même et tout. Et du coup, je pense que c'est un peu comme ça que se justifie peut-être pour l'équipe du film le fait que il y a des moments qui font vraiment pub de parfum, quoi. C'est que t'es en mode, bah c'est stylé, mais après ça fait 3 fois que t'as un morceau d'opéra que j'ai entendu 20 fois dans des pubs. L'éclairage et la lumière me fait pas oublier que ça sonne comme une pub aussi. Mais c'est assez rare en vrai, mais c'est des trucs qui reviennent et qui peut être un peu... Et surtout ces effets de montage qui du coup basculent entre le présent et le passé, ces moments les moments de gloire de Maria Callas, et puis ce moment au présent où elle essaye de retrouver sa voix, avec cette bascule-là, ce changement de ton radical qui montre un peu justement le contraste entre ces deux périodes-là, qui est intéressant au début, la deuxième fois aussi, mais il le fait plusieurs fois dans le film, et c'est vrai qu'au bout d'un moment... on a compris, quoi. Il y a vraiment une envie de faire plein de scènes hyper inventives, un peu poétiques et un peu mystérieuses, où il imagine vraiment, ok, là il va y avoir, dans le même plan, il y aura la Maria Callas, jouée par Angelina Jolie, qui tend la main à elle-même jeune, dans une séquence en noir et blanc, avec tel morceau, genre la Casta Diva de je sais plus qui, puis ça va faire du montage parallèle avec tel moment en couleur dans son appart parisien. Enfin, c'est hyper inventif, mais parfois c'est vraiment confusant, et parfois on est juste en mode, bah c'est joli et tout, mais on est vraiment paumé sur ce que ça permet de raconter ou de faire ressentir. Au point où je me suis un peu endormi. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui, c'est vrai que ça veut être un biopic inventif, innovant, très riche, formellement parlant, avec tout le truc qu'on vous a raconté, mais ça devient vraiment redondant. C'est ça qui est bizarre en fait. Et ça s'aide parfois quand même à quelques petits clichés et tout sur l'utilisation de la musique ou des choses comme ça, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Il y a une scène avec sa sœur notamment où on nous remet des petits violons par-dessus. Ah oui, c'est ça. Dans un film qui est déjà très musical, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter un peu plus, quoi. Moi, c'était la scène avec le Dr Fontainebleau, Vincent McCain qui a un petit rôle là. Oui. C'est une scène où ils discutent, où ils se disent des choses hyper importantes et hyper touchantes et tout. Hein. Mais j'avoue, moi j'étais en mode, ah frérot, ce qu'ils disent, c'est tellement puissant. Et en plus, contrairement à la scène avec la sœur, je trouve que là, ça se dit des trucs vraiment deep. Dans un contexte qui le justifie, et il n'y avait pas forcément besoin du petit violon en arrière-plan là. Ou alors de le faire venir à la fin, pas seconde une, me sortir des violons un peu vénères parce que la scène est un peu triste. Il y avait moyen de nous laisser un peu avec l'émotion qu'on ressentait de la scène, de ce qu'elle ose pas dire, de ce qu'elle ose pas répondre au médecin, de ce que le médecin finit par lui dire parce qu'il faut. Enfin,
Parfois c'est dommage. Ouais, Parfois, après, en fait, vraiment le truc de dommage. la scène des sœurs, c'est surtout qu'elle m'était revenue parce que comme la scène est peut-être un petit peu plus longue, elle doit durer peut-être 5 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. T'as le sentiment qu'il a peur qu'on se fasse chier, surtout. C'est surtout Ah, c'est un peu. ce petit détail-là, quoi. Un peu, je pense. Il y avait ça. Sur la mise en scène aussi. Sur Moi, la je l'ai mise en scène, ressenti ouais. sur cette scène-là. Il y a Ça cut un ouais, peu trop, ouais, parfois, sur cette scène. mais, Ouais, parce que, ouais. mais parce que le film a parfois des petits soucis de mise en scène. Alors qu'il est quand même globalement plutôt bien foutu. C'est parti Il y les a des détails. très jolis plans. Le début du film est super là-dessus. Ouais, le premier plan est incroyable. Ouais, mais je Ouais, ça pense vend qu'on du peut rêve. vraiment l'étudier en école sur la manière dont il isole le personnage en la surcadrant sur quasiment chaque plan, où il fait des jeux dans des miroirs et tout, Ouais, où il cut reflets à des et tout. moments, etc. Il y a, Ah il y a oui, quand même des il est trucs, super fait. notamment Super sur des le, transitions. voilà, même sur le double et tout. Il y a des petits trucs dommages, et c'est surtout, souvent je trouve dans ce film-là, le plan de trop. Il y a un insert en trop qui va nous montrer par exemple tel médicament et le nom d'un médicament, ce dont on n'a pas besoin, parce qu'on va nous parler de ce médicament la scène suivante. Il y a des petits trucs sur sa de ses vêtements, ou alors même quand elle est en concert, il y a parfois des petits inserts ou des plans de coupe qui se ramènent, parce qu'il faut vraiment, comment dire, une envolée, il faut la dynamique, etc. Et c'est dommage parce que t'as vraiment déjà des très beaux plans. Pourquoi ramener des plans de coupe à la con alors que t'es déjà dans un flow de mise en scène qui fonctionne très bien, dans des travelling qui sont super bien foutus? C'est vraiment dommage, j'ai l'impression qu'il a parfois trop d'idées et qu'il parasite avec toutes ces idées son propre film. Parce qu'il y a plein de bonnes idées. C'est ça qui est vraiment rageant. L'idée de base narrative de raconter sa vie sur les 7 derniers jours, comme si c'était un bilan et qu'elle allait revenir un peu. Voilà, C'est ça littéralement qui voir sa vie repasse, défiler, je trouve Oui, ça un peu, intéressant. il y a pas mal de scènes assez stylées où elle se balade dans Paris, dans une ambiance automne, pleine de feuilles mortes. T'as une vision qui surgit. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper inventives et intéressantes dans le film. Peut-être revenir sur justement ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ce que le film veut me raconter sur elle Ouais. et sur, je sais pas, aussi sur la bourgeoisie. J'ai l'impression qu'il y a un truc là-dessus, de la façon dont il le filme, de la façon dont il s'intéresse aussi, parce que ça fait 3 films qu'il fait sur la Oui, c'est bourgeoisie ça, un peu. des figures Donc, de la haute bourgeoisie, que ce soit des stars ou des gens politiques un peu. Donc je sais pas s'il est fasciné par ça et qu'il a envie de déconstruire cette belle image de la bourgeoisie, je sais pas. Et ce qui m'intéresse clairement, c'est surtout de montrer une figure, et surtout du coup plus Maria que la Calas, et surtout montrer sa déchéance sur ces derniers jours. Il la montre en étant prise complètement dans une spirale, avec plein de trucs qui vont se rajouter, que ce soit ses hallucinations et tout, et aussi un peu d'espoir qui vient quand même grâce au chant, parce que même si elle dit qu'elle a envie de chanter pour elle, même si elle dit qu'elle a pas forcément envie de remonter sur scène et tout, Ouais. t'as certaines scènes où t'as l'impression qu'il y a quand même un petit espoir qui est entretenu. Ouais. Ça, c'était un truc qui m'avait fait péter un câble au début du film, c'était, je me suis dit, pourquoi commencer sur un flash forward? Pourquoi commencer par la fin? Ok, la scène est super belle, super bien cadrée, super scène d'intro, mais quel intérêt en tant que film? Et c'est un cliché qui généralement me cache les couilles. Et justement, au fur et à mesure du film, je me suis dit, tout ce petit espoir qui est entretenu et tout, ça rajoute une ironie qui est absolument terrible. Parce que même si elle y croit, nous spectateurs, on sait que... Alors même s'il y a un petit suspense qui est quand même entretenu, c'est est-ce qu'elle va mourir alors qu'elle commence à retrouver sa voix, ou alors est-ce qu'elle va mourir en ayant toujours la voix défoncée? On la voit au fur et à mesure des scènes, surtout dans le 3e acte, se rendre compte que ce sera jamais plus comme avant, que tout ça c'est fini, et qu'elle a complètement perdu sa voix, et que c'est terrible comme performance. Et justement, ça rajoute quelque chose par rapport au spectateur qui, quand on voit Maria Callas avoir un petit peu d'espoir, se dit non, c'est déjà un peu fini, meuf. C'est vraiment le côté, je trouve, tragique, requiem du film. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Même sur la fin. Parce que oui, OMG, un biopic musical qui n'a pas de carton de fin. Let's go. Je suis donc heureux, le bonheur m'est accessible, enfin. Oh là là, bon, je force rien qu'un peu. Hein. Alors, il n'y a pas de carte au fin, mais il y a des vraies images de Maria Oui, Callas. c'est ça, archives de Maria Callas. Et là, je trouve que Qui c'est sont vraiment mignonnes. qui sont vraiment bien. C'est un peu comme ça que j'ai compris le côté requiem du film. Dans ce montage-là, je trouve que ça crée une émotion vraiment plus sincère et touchante que de mettre du texte pour raconter la fin de la page Wikipédia de quelqu'un. C'est vraiment de dire, bah, j'ai dédié un film à cette personne, sur les derniers jours de cette personne, sur ses angoisses et ses fantasmes de ces derniers jours. Et donc je remontre à quoi ressemblaient vraiment les traces. En plus, le film parle de ce flot d'images qu'il y avait sur elle, des images qu'elle projette et tout. Donc il y a vraiment un truc super beau et très simple du fait de la montrer en archive d'images comme ça. Mais malgré tout, Maria, je reste un peu déçu parce que je sais que Spencer existe. Je sais qu'il peut faire vraiment mieux. Conclusion, quelle est votre notation sur l'échelle du syndrome? Ah, c'est dur.
Oh, c'est bien, je trouve. Franchement, Comment allez il voir. s'appelle le gars? Shoyun Fat. Shoyun Shoyun Fat. Fat. Et bah, pour Ouais. moi, c'était un Shoyun Fat. Pour Bah, moi, c'est un je Shoyun Fat, pense que c'est justement. un Shoyun Fat Alternative Universe. Bah, merci Voilà. beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire votre avis sur le film. En commentaire. En commentaire. À dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est possible. On n'est pas les voix de Dieu. Les Presque, voix de... presque. Ils le savent pas encore, c'est Oh non. Nous avons... Moi, visiblement, tous sauf Thomas. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à mettre voir le nos petit autres vidéos. pouce bleu et à voir Voilà. nos anciennes vidéos, exactement. Et abonnez-vous à la chaîne un peu là. À la chaîne, J'aime trop les engueuler comme ça. à nos comptes Sens Critique pour se connaître un peu nos différents goûts. Et Ouais, puis si vous- sinon, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera The Brutalist. Parce que on vous a laissé le choix et merci de C'est ne ça. pas avoir voté pour Captain America. Désormais, on vous fait confiance à nouveau. C'est ça. Mais attention, cette confiance, elle est fragile. Donc Ouais, hein. faites gaffe. Hein. C'est un prêt. Il y a un mandat de confiance pour quelques mois, quelques semaines. C'est ça. Attention. Hein. Thomas, je te laisse conclure. Soignez-vous bien en regardant des films. Abonnez-vous. Et au revoir. François Baltrou, Premier ministre, envoyez tweet. Sois pas le trou. Ça va être- Attention, genre que je recommence à Vas-y, vas-y. Vas-y, continue. Ouais, Comme ouais, ça, ouais, comme ça, on aura un sketch. Allez, allez. Allez hop.